Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos trois éditorialistes, Nadia Lamarbi, Camille Sari et Lucien Pambou. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour qui nous conduit au Bénin. La gratuité dans les écoles maternelles et primaires a été instituée en 2006 au Bénin. Alors que les parents d'élèves saluent cette mesure, certains professionnels du secteur notent le manque de matériel et d'infrastructures de base dans les établissements. Un reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant au Bénin. C'est en octobre 2006, quelques mois après son accession à la magistrature suprême, que le président Boniaye a décrété la gratuité de l'éducation maternelle et primaire sur toute l'étendue du territoire béninois. Très tôt, la nouvelle a ravi le cœur de bon nombre de citoyens, surtout les parents d'élèves qui arrivaient difficilement à payer les frais de scolarité de leurs enfants. 7 ans après l'annonce de la gratuité de l'école, quel bilan peut-on faire de l'application de cette mesure? La gratuité de l'école est-elle complète ou concerne-t-elle uniquement les frais de scolarité? Bonjour, messieurs. Bonjour les enfants, comment ça va? Ça va bien également chez moi, d'accord? Oui. Oui, allez, assis. Cotonou, lundi matin. Nous sommes à l'école primaire publique de Kadiaoun, en plein cœur de la capitale économique. Au cours élémentaire 2, ils sont 62 écoliers. La gratuité de l'école a permis à de nombreux écoliers dont les parents n'avaient pas les moyens de s'inscrire. Nous avons remarqué qu'il y a un engouement au niveau des parents. Et cet engouement-là s'est traduit par une volonté, n'est-ce pas, d'envoyer tous les enfants à l'école. Et cela n'est-ce pas, se constate par le fait qu'aujourd'hui, nous avons des effectifs pléthoriques. Et vous constatez avec moi que dans cette classe-là, nous avons un effectif, n'est-ce pas, qui va jusqu'à 60 et quelques. Tous les enfants à l'école. C'est le slogan du gouvernement béninois en matière d'éducation depuis 2006. Les salles de classe des centres d'enseignement public sont aujourd'hui prises d'assaut par les enfants en quête du savoir. Mais la principale difficulté que rencontrent les responsables d'école est l'effectif pléthorique. Le premier changement que nous avons constaté, c'est au niveau de l'effectif des enfants. Les parents amènent les enfants et nous avons une pléthore d'effectifs d'enfants dans nos classes. Une pléthore d'écoliers, le constat est le même dans de nombreuses écoles, surtout en milieu rural. La mesure de la gratuité de l'école a-t-elle atteint ses objectifs? En réponse à cette question, les acteurs de l'éducation au Bénin restent plutôt sceptiques. Aujourd'hui, la réalité est telle que l'État, manifestement, n'a pas préparé la mise en œuvre de cette mesure et se trouve être en difficulté. Parce qu'une gratuité qui retarde les activités scolaires, une gratuité qui fait en sorte que les subventions qui doivent être mises à la disposition des écoles ne viennent pas à temps, n'est pas véritablement une gratuité. Il s'agit d'une prise en charge des frais de scolarité des enfants. Parce que dans les écoles, avant que l'enfant ne puisse être inscrit, il fallait payer quelque chose pour subvenir au fonctionnement de l'école. Ce n'est que ça que l'État prend en charge. En faisant l'option de la gratuité de l'enseignement maternel et primaire, les autorités béninoises ont visé 2 objectifs. Promouvoir l'accès à l'éducation de base et accélérer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Après 7 ans d'application de cette décision, on note clairement un accroissement du nombre d'écoliers inscrits dans les villes et villages du pays. Quand vous prenez un peu les statistiques aujourd'hui, le taux de scolarisation a explosé. J'ai même vu dans certains documents officiels, on parle de 120% de taux de scolarisation à l'enseignement primaire, à l'enseignement maternel aujourd'hui. Donc, cela a fait du bien. Parce qu'il faut avouer qu'il y avait des parents qui avaient des difficultés pour payer même cette maudite contribution que l'on payait avant. Donc pour ces parents-là, aujourd'hui, la gratuité a permis quand même d'avoir un souci en moins pour envoyer leurs enfants à l'école. L'accroissement du nombre d'élèves inscrits dans les écoles reste l'un des points positifs majeurs à mettre à l'actif du gouvernement. Mais cette réalité, bien que profitant à l'éducation au Bénin, soulève de nouveaux besoins non moins importants. La nécessité d'accroître le nombre de salles de classe et d'enseignants qualifiés, la mise à disposition de matériel didactique en nombre suffisant pour les élèves, etc.
Dans la réalité, il y a des charges. Les photocopies, tout ça là, les parents doivent prendre ça en charge. Et les mères sont souvent gênées. Lorsque vous réclamez par exemple 10 francs aujourd'hui, et demain l'enseignant doit encore reprendre, il doit encore demander 10 francs, n'est-ce pas, aux enfants pour faire les photocopies, histoire de réussir sa leçon, les parents commencent pas à crier. L'enseignant même, il a peur, il se dit mais qu'est-ce qu'il faudrait faire devant cette équation-là? De 2006 à 2012, le taux de scolarisation au Bénin est passé de 77,7% à 97,36% selon l'Institut béninois des statistiques. Des chiffres encourageants, mais comment régler le problème de l'effectif pléthorique dans les écoles? Pour trouver une solution à ce problème, le gouvernement a démarré dans chaque commune du Bénin en septembre 2012 le projet dénommé « Construisons et gérons nos écoles par nous-mêmes ». Un autre point positif de la décentralisation qui devrait être bénéfique pour le secteur de l'éducation. Nous devons prendre, comme on l'a dit, le projet le dit, nous devons prendre nos écoles en charge nous-mêmes. Et depuis qu'on a lancé, la mairie s'est déjà engagée. On a fourni du sable, de gravier. Les populations se sont mobilisées pour faire les fouilles. Et dit, en quelque sorte, les communautés participent déjà. Ce que vous voyez sur le chantier, c'est ce qui est réalisé par nos communautés. Ce projet initié par le gouvernement a bénéficié du soutien du président de la République lui-même, qui s'est investi pour atteindre des résultats immédiats. Tous les samedis, le pays est en chantier, en train de construire les écoles, partout. Tout le monde, je dis bien, président de la République, ministre, député, enseignants, forces de défense et de sécurité. Nous pourrons construire plus de 6 000 salles de classe en un an, sur toute l'étendue du territoire national. C'est possible. Plus de 6 000, peut-être je m'ignore. S'il y a cette volonté dans toutes les communes, puisqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Cela fait 1 an que le projet a démarré au Bénin. Mais le constat sur le terrain est que l'engouement n'est plus le même qu'au départ. On est loin d'atteindre la barre des 6 000 salles de classe par an. Les chiffres sur l'éducation au Bénin sont encourageants. Mais beaucoup de difficultés restent à surmonter quant à la qualité de l'enseignement. Nadia, quels éléments ont retenu votre attention après la diffusion de ce reportage? Vraiment, je trouve ça très positif. Le message qui est envoyé est très clair. Le message est celui d'une généralisation de l'éducation, une éducation de masse gratuite qui permet à la majorité des Béninois d'avoir accès à l'école. Après, c'est vrai qu'aussi imparfait que soit ce système-là, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça crée des sortes de goulots d'étranglement et on voit bien que les classes se remplissent plus vite que la construction des autres classes qui permettraient de désengorger. Mais combien même ce système imparfait, au moins, il permet aux enfants d'avoir un premier accès à l'école et on voit bien que les parents sont plutôt favorables, on voit bien qu'ils sont partie prenante dans ce projet-là et je trouve ça vraiment très intéressant. Le Bénin a toujours été un cas particulier en Afrique, il faut le dire. Il a toujours eu des taux de scolarisation un peu plus importants que les autres pays. Et très vite, il a été, dans les années 60, le premier fournisseur, par exemple, de cadres supérieurs ou de médecins pour la sous-région. Donc c'est un pays où l'éducation a du sens, où on sent bien que c'est une sorte de mission nationale. Et là, je suis vraiment très contente de voir ce type d'initiative et j'espère que ça sera dupliqué dans les pays autour. Lucien, je me tourne vers vous, je vois sourire. Oui, je ne vais pas répondre, Sandra, sèchement aux paroles humides de Nadia, simplement larmoyantes, soyons sérieux. L'aspect politique, bien entendu, doit être valorisé, tout à fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Monsieur Yayi Boni veut construire un Bénin émergent, très bien, veut atteindre des objectifs du millénaire, très bien, mais il y a une méthode. La méthode qu'il n'a pas, malheureusement, peut-être. Il ne connaît pas assez le sérail parce qu'avant d'arriver aux affaires, ce n'était pas un homme politique réel, hein, c'était un financier. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment un financier, aux affaires politiques, peut se tromper. Il aurait fallu, effectivement, tout en militant pour une gouvernance politique, avec une déclaration qui est très forte sur le plan politique, bien entendu. Bénin, c'est connu depuis les années 60 comme étant le quartier latin d'Afrique. Il aurait fallu, effectivement, c'est d'ailleurs assez étonnant que lui, en tant qu'ancien financier, en tant qu'ancien président ou directeur de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, n'ait pas réfléchi à la question de la planification stratégique à la fois des classes, des tables et des profs et de la méthode de financement. Alors,
Alors, bien sûr qu'ils se rattrapent là en disant on va décentraliser. Mais on sait bien ce que ça veut dire la décentralisation. C'est-à-dire qu'on va remettre en fait aux communes une partie des prérogatives de l'État, mais souvent sans le sou. C'est un message politique qui est envoyé, c'est très bien, mais ce message politique reste pour moi inopérant pour l'instant. Des études ont été faites qui prouve que la manière de scolariser la plus efficace, c'est de s'appuyer sur les communautés. Là, en l'occurrence, il s'appuie sur les communautés pour créer des écoles. Communes. Oui, mais justement, décentraliser, c'est ça, c'est aussi s'appuyer sur les communautés. Donc là, en l'occurrence, il ne fait qu'aller dans le sens de, par exemple, Alain Minga, qui est l'un des racialisant, comme vous dites, sur les communautés. Les communautés, sur les communes. Non, c'est pas les communautés ethniques, c'est les communautés. C'est différent, ça peut être des villages, ça peut être, bien sûr. Oui, mais il y a un problème de financement. Non, Lucien, s'il vous plaît. Il y a un problème de financement, à mon avis, est inopérant, il faut le dire. Mais pour un tous les financier, spécialistes en économie de l'éducation vous diront mais bien sûr, tous les il faut s'appuyer sur les communautés locales. Pourquoi l'éducation en Afrique pour prend l'eau? Progresser. Pourquoi ça prend l'eau? Parce que trop de centralisation, justement. Si tous les spécialistes de l'éducation, comme vous dites, en Afrique, on voit bien que ça a été un échec patent dans la plupart des pays africains. Je peux faire la synthèse heureuse. Non, pas du tout. Le diable étant, bien sûr. Moi, à la limite, je pense qu'on a le Bénin, comme tous les États africains qui sont des pays jeunes aussi, ils ont droit à l'erreur, au tâtonnement, et aussi à trouver les formes les plus adéquates et les plus, je dirais, adaptées par rapport aux spécificités locales. Parce que ce maire qui dit que les gens participent à la construction de l'école parce que c'est l'avenir de leurs enfants, c'est une forme comme une autre. Il ne faut pas attendre que l'État dirige tout, parce que si on attend que l'État soit prévisionniste, on va sacrifier ces enfants. Ces enfants-là, il faut qu'ils soient scolarisés en 2013. Si on leur dit oui, mais attendez, moi je suis financier, je vais faire des prévisions, il faut d'abord construire des écoles, il faut des tables, etc. On va laisser sur le carreau tous ces enfants-là. Je pense. Non, mais attendez. Non. Mais vous croyez que ça, ce n'est pas planifié? Vous pensez que c'est spontané? Mais non. C'est politique, c'est un faux message. Mais non, pas du tout. Bien sûr, je termine vraiment brièvement. Il faudrait peut-être dire, bon, tous ces enfants, on va les scolariser, il y a des classes surchargées. Moi, je pense que 25, 50, ça peut aller, mais 70... c'est 40 la règle. 70, c'est beaucoup. La règle, c'est 40 pour une classe. Non, en Afrique. Non, la règle. Permettez-moi... Non, mais il y a des études qui ont été faites, Lucien, là-dessus. Sur les études. Oui, bien sûr. Ça serait si les études étaient efficaces. Mais bien sûr. Alors, à ce compte-là, on remet tout en question. On n'utilise plus un seul chiffre, plus aucune stat, plus aucune statistique. Non. Il y a eu des études qui ont été faites. La réalité, c'est que le taux de scolarisation en 2012 au Bénin a dépassé les 97%. C'est sûr, c'est une volonté politique. On peut tout de même parler d'une réussite. C'est une volonté politique en termes statistiques. Mais la question n'est pas de discuter sur le taux de scolarisation qui augmente. La question, et c'est pour ça l'Afrique rencontre des problèmes. Il y a un message politique qui est très fort, tout le monde applaudit. Le problème, c'est le problème de l'organisation et le problème de la méthode. C'est ça. Mais vous pensez qu'ils n'y ont pas pensé? Vous pensez vraiment qu'on a, nous, que les choses se font de manière spontanée, qu'ils n'ont pas réfléchi à autre chose, qu'il n'y a pas de ministre de l'éducation? Dans le reportage que nous venons de voir, on a entendu un syndicaliste dire que les autorités n'auraient pas assez préparé ce projet en amont avant de le mettre en place. C'est pas qu'ils n'ont pas préparé, c'est que ça rentre dans l'enjeu. S'appuyer sur la communauté, un dialogue à deux. Ça fait partie. Sandra me donne la parole, donc je réponds, et Sandra pourra me la reprendre si elle le souhaite. Et enfin, si je dépasse le temps, c'est pas une question. Je respecte la présentatrice. Donc, en deux mots, moi j'ai connu et j'ai été dans des classes surchargées de 50. Le Maroc, dans les années 60, j'étais élève j'ai eu mon baccalauréat au Maroc, on avait deux groupes. On utilisait les mêmes classes à deux classes, c'est-à-dire on était 40 ou 50 des fois. Et moi, je commençais à 7 h, mais j'aurais pu comment. Moi, je parle de moi, mais on commençait à 7 h, on finissait à 10 h 30. Il y a un autre groupe. On quitte la classe, il y a un autre groupe qui vient à 10 h 30 jusqu'à 12h30. Et nous, on reprenait de 13 h 30 à 16 h.
et un autre groupe qui arrive. C'est-à-dire la même classe était utilisée par 2 groupes et on pouvait, comment dire, il pouvait y avoir 70, peut-être même 80 élèves qui viennent dans la même, et avec le même enseignant. Je pense qu'il y a une question d'organisation et il y a aussi une question. Non mais attendez, il y a aussi une question. Il y a une question. Je termine. Il y a une question aussi de formation. Il y a des questions de formation. Moi, à l'école primaire, on avait des enseignants français. Ces enseignants français ont commencé à disparaître avec l'arrivée des enseignants marocains parce que le Maroc a formé des enseignants. Donc ça s'est fait quand même graduellement. Tout ça, ça se fait graduellement. Mais on ne nous a pas dit, sinon je ne serais même pas ici pour parler, on ne nous a pas dit, Sari, tu restes chez toi à la maison, quand tu auras 12, 13 ans, tu viens à l'école primaire, parce qu'on n'est pas organisé. Non, moi je ne suis pas d'accord avec Lucien. C'est bien qu'on m'a dit, qu'on m'a donné la possibilité d'aller à l'école dans des conditions qui étaient un peu rocambolesques. Vous avez dit qu'elles étaient organisées, vous vous contredisez dans mais elle était organisée, mais c'est pas l'idéal non plus. Voilà, c'est que moi, je commençais à 7h, ça veut dire qu'on se levait à 5h, etc. Ça veut dire qu'on nous a, on a fait avec les moyens du bord, parce que le Maroc n'avait pas les moyens, d'avoir des écoles. Mais ce que j'ai dit, il faut l'organisation en amont. Non, mais si tu organises tout, tu dis on arrête tout et que les enfants ne sont pas intégrés, ça veut dire que moi je reste sur le carreau et je vais à l'école quand j'aurai 12 ans. Mais ce n'est pas les enfants que je veux qui restent à la maison. Je ne souhaite pas que les enfants restent à la maison. Avant de prendre cette décision d'emmener tout le monde, il aurait fallu en amont le faire. Qu'il ait fait de façon politique au moment où il a été élu, c'est une bonne chose. Là, son choix est un choix d'un appui sur la communauté. C'est un choix stratégique. Il s'appuie sur un choix stratégique. Bien sûr, c'est organisé. Mais la question, c'est que ce qu'on lui reproche, et c'est pas moi qui le dis, c'est que le reportage le dit, je m'appuie sur le reportage, vous voyez. Mais non, mais le reportage dit qu'il y a un problème. C'est-à-dire sur les acteurs du terrain, sur l'organisation et la méthode. En France, les écoles primaires, maternelles primaires dépendent des communes. Les enseignants sont payés par l'État, mais les locaux, l'entretien, je suis impliqué dans une municipalité. Mais je le suis aussi, je suis conseiller municipal. Les locaux, l'entretien. Oui, mais bon, là, on ne parle pas de vous, messieurs. S'il vous plaît, le Bénin, c'est quand même un pays bien loin. Il n'y a pas que vous qui êtes impliqué, quand même. Monsieur, on ne parle pas que de vous. Il y a des choses beaucoup plus importantes que vous-même. Le gouvernement a une raison de dire on y va. On va faire avec les moyens du bord. Par contre, moi, il y a une chose que je relativise dans le reportage, pas dans le reportage, il est excellemment fait, c'est que j'interpelle le gouvernement, je dis quid aussi de la scolarisation des enfants et surtout des filles dans le milieu rural. Mais parce que ça, c'est le point faible. C'est le point faible. Pas seulement en Afrique. Non, au Bénin, il y a un mélange du Nord. Je sais. Vous n'avez pas regardé la même cassette. Si, j'ai regardé. Mais dans le milieu, il faut avoir des sondages et je ne suis pas sûr qu'on arrive à 97% si on inclut le milieu rural. Si, le Bénin, c'est un cas particulier vraiment en Afrique, contrairement à ce que peut dire Monsieur Pambou. Ça reste un cas. Monsieur Pambou reste sur la méthode. Non, s'il vous plaît, moi je me suis. Monsieur Pambou reste sur la méthode. Oui, bien sûr. Mais il est d'accord avec le message de M. Yaïbouni. Justement, mais la méthode, c'est celle-là. La méthode, c'est que sa stratégie à lui, c'est de l'appui sur les communautés. Et là, on voit bien que c'est ce qu'il fait. Il faut arrêter de croire que les choses... S'il vous plaît. Il faut arrêter de croire qu'il lance une idée et après, ils y réfléchissent après coup. Non, c'est des choses... Ça fait des années qu'il y a des spécialistes qui travaillent sur le Bénin. Ça fait des années qu'il y a des spécialistes qui travaillent avec M. Yaïbouni. Oui, mais là, sauf que les résultats. Mais regardez les résultats. Alors, il a été réélu. Oui, non, mais là... On verra bien en 2016. Mais l'éducation a toujours été un choix stratégique et politique, quel que soit l'État, quel que soit le président, parce qu'il y a des implications intergénérationnelles aussi, qui sont essentielles. Donc maintenant, ce qu'on peut reprocher à M. Boni, on peut reprocher à peu près 100% des autres personnes. Là, en l'occurrence, il a fait ses preuves et il a réussi à améliorer de manière magistrale le taux de scolarisation dans son pays. Il a réussi à amener des gens à l'éducation, mais en termes de méthode et d'organisation et de planification. Il n'y a pas qu'une seule méthode, Lucien. Il y a différentes méthodes. Il y a un problème. Celle-là est peut-être une méthode. Mais je suis d'accord.
d'accord avec l'urgence. Mais arrêtez de rester dans une méthode classique. Je ne reste pas dans une approche classique. Je reste classique académique. La méthode qu'il applique, c'est une méthode qui est basée sur les communautés que ont appliqué beaucoup, par exemple, le concept de démocratie tropicale ici. Oui, mais là, on parle pas de ça. Dans cette démocratie tropicale, que M. Yahi Boni effectivement fasse ses preuves. C'est ce qui se fait en Amérique latine, par exemple. C'est ce qui se fait dans d'autres pays. Moi, je vous parle, mais si, je parle d'éducation. Je vous dis, la méthode qu'il a appliquée. Il y a un débat sur l'Afrique. Vous parlez bien de la France, vous parlez bien de ce que vous faites, vous, à titre personnel, continuellement, et de vos activités continuellement. Moi, je vous dis, en éducation, on peut se comparer. C'est bien pour Yahi Boni, mais la méthode manque. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Mohamed Morsi face à la justice. Le procès de l'ancien chef d'État égyptien s'est ouvert ce lundi au Caire avant d'être ajourné. Renversé par un coup d'État militaire le 3 juillet dernier, il est poursuivi pour incitation au meurtre. Et puis conférence de presse des avocats de Karim Ouad. Elle s'est tenue ce dimanche à Dakar au Sénégal. Le collectif a annoncé que leur client ne répondra plus aux convocations du procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.